Elle se tenait sous la pluie, du sang sur les mains, pas le sien. Il pensait la sauver d'un monstre dans l'allée cette nuit-là, mais certains dangers portent des sourires doux et des yeux brisés. La nuit où les sirènes se sont arrêtées trop tard, le moment où sa main a trouvé la sienne dans l'obscurité, le baiser qui avait le goût des adieux avant même d'avoir commencé, la vérité cachée derrière son silence, le choix entre l'amour et la survie. Peut-être que vous connaissez ce sentiment, quand quelqu'un vous regarde comme s'il pouvait voir au-delà de tous les murs que vous avez construits, quand la présence d'un étranger semble plus sûre que vos propres pensées, quand vous voulez l'avertir de fuir, mais que vous êtes trop égoïste pour le laisser partir. C'est là que vit cette histoire, dans l'espace entre le salut et la reddition. Avez-vous déjà ressenti cette attirance que vous ne pouviez expliquer? Cette alchimie que la logique ne peut définir? Si les histoires de passion interdite et d'amour retrouvé vous touchent, abonnez-vous. Il y a un nouveau voyage romantique chaque nuit. Il ne s'agit pas seulement d'un homme qui a joué les héros sous la pluie. Il s'agit d'une femme qui avait appris à survivre en devenant ce qu'elle craignait le plus. De la collision entre l'innocence et l'expérience, entre la miséricorde et la conséquence. Parce que parfois la personne qui vous sauve est celle qui a besoin d'être sauvée. Et parfois l'amour est la chose la plus dangereuse que vous puissiez accepter. À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi certaines personnes ne peuvent pas être sauvées, seulement aimées. Pourquoi le traumatisme n'est pas toujours synonyme de faiblesse. Pourquoi la chose la plus courageuse n'est pas de rester, c'est d'être honnête sur la raison pour laquelle vous ne pouvez pas. Vous verrez comment deux personnes brisées ont essayé de construire quelque chose d'entier. Et vous découvrirez que le danger n'est pas toujours ce qu'il semble être. Cela a commencé à Lyon par une nuit de novembre où le brouillard transformait la ville en quelque chose d'autre. Dans une allée derrière un bar de jazz, où la musique ne parvenait pas tout à fait à étouffer le bruit de la peur. Elle avait 28 ans et était épuisée de courir. Il avait 33 ans et croyait toujours que les gens étaient fondamentalement bons. Aucun d'eux ne savait que l'autre deviendrait son démantèlement. Il a vu une femme en difficulté et n'a pas hésité. Elle a vu une chance à laquelle elle avait cessé de croire. Ce qu'aucun des deux n'a vu, c'est comment leur collision allait remodeler tout ce qu'ils pensèrent savoir sur l'amour, la loyauté et la mince ligne entre protection et possession. Son nom était Ethan. Le sien était Mara. Et voici comment ils se sont trouvés dans l'épave. L'allée sentait le béton mouillé et le vieux regret, le genre d'obscurité qui avale le son. Ethan avait pris un raccourci depuis le parking souterrain, son esprit encore à moitié occupé par la conférence téléphonique qui s'était éternisée. Puis il l'entendit, une voix de femme, aiguë et désespérée, coupant le brouillard de novembre. Son corps bougea avant que ses pensées ne puissent le rattraper, contournant le coin où un lampadaire faible atteignait à peine. Elle était pressée contre le mur de briques, la main d'un homme enroulée autour de son poignet, son autre main cherchant quelque chose dans son manteau. Ses yeux étaient grands, mais ne pleuraient pas, féroces, mais calculateurs d'une manière qui semblait étrange pour quelqu'un en danger. Ethan ne s'arrêta pas pour analyser. L'homme était plus grand qu'Ethan, plus large d'épaules, avec la violence décontractée de quelqu'un qui avait déjà fait cela. La voix d'Ethan sortit plus assurée qu'il ne se sentait. Des années de formation en tribunal lui donnant une autorité que son cœur battant ne partageait pas. L'homme se tourna, et dans cette demi-seconde de distraction, la femme bougea. Elle envoya son genou vers le haut avec précision, pas de panique, et l'homme s'écroula avec un bruit d'air sortant d'un pneu. Ethan enregistra à peine ce qui se passa ensuite, sa main se dirigeant vers la veste tombée de l'homme, récupérant quelque chose de petit et de métallique. Elle le rangea dans sa poche si doucement qu'il faillit le manquer. Puis, elle regarda Ethan, comme s'il était la variable qu'elle n'avait pas prévue. La pluie commença à tomber, douce au début, puis insistante, transformant l'allée en un tambour de son. L'homme au sol gémit, essayant de se relever, et Ethan se plaça entre eux instinctivement. Elle attrapa la manche d'Ethan, ses doigts froids à travers le tissu de son manteau. Sa voix était plus basse qu'il ne s'y attendait, texturée comme la fumée et la fatigue. « Nous devons partir, maintenant. » Il n'y avait aucune gratitude dans son ton, seulement une urgence qui sonnait comme un ordre. Ethan hésita pendant exactement un battement de cœur, puis hocha la tête. Ils traversèrent les rues rendues glissantes par la pluie.
elle menant la marche bien qu'elle ne sût pas où ils allaient. Ethan regarda en arrière une fois et vit que l'homme avait disparu, avalé par les ombres de l'allée. Elle marchait avec détermination, pas le pas chancelant de quelqu'un de traumatisé, mais le rythme mesuré de quelqu'un qui exécute un plan. Ses cheveux foncés étaient plaqués sur son visage et il pouvait voir un bleu se former le long de son pommette. Elle le surprit à regarder et sa mâchoire se serra. « Ne regarde pas, dit-elle, bien qu'il n'ait rien demandé. » Il ne répondit pas. Ils finirent dans un dîner ouvert toute la nuit, le genre avec des banquettes en vinyle et des néons qui ressemblaient à un décor de scène d'une autre époque. Elle se glissa dans la banquette du coin arrière, sans demander, se positionnant pour voir la porte. Ethan s'assit en face d'elle, soudain conscient de combien ils étaient tous deux trempés, de la vapeur s'élevant de leurs vêtements dans la chaleur du dîner. Une serveuse apparut, désintéressée et efficace, et Mara commanda un café sans regarder le menu. Ethan commanda la même chose, sa gorge trop serrée pour quoi que ce soit d'autre. Le silence s'installa entre eux, lourd de choses inexprimées. Dehors, la pluie peignait les fenêtres de traînées de lumière et d'ombre. Elle enveloppa ses mains autour de la tasse de café lorsqu'elle arriva, et il remarqua que ses jointures étaient écorchées à vif. « Pas de cette nuit, réalisa-t-il, mais de quelque chose de plus ancien, à moitié guéri. « Je suis Ethan, dit-il finalement, car quelqu'un devait rompre le silence. Elle l'étudia longuement, ses yeux d'une nuance de gris qui lui rappelait les matins d'hiver. « Mara, proposa-t-elle, le nom résonnant comme un cadeau qu'elle n'était pas sûre de devoir faire. « Merci », vint après une autre pause, et cela sonna comme des mots qu'elle avait oublié comment dire. Il remarqua qu'elle ne demanda pas son nom de famille, n'offrit pas le sien. Ils restèrent assis là, tandis que le néon de l'enseigne du dîner grésillait et vacillait, les baignant d'ombres et de nuances de rouge alternées. Ethan voulait poser un millier de questions, mais se retrouva effrayé par les réponses. Il y avait quelque chose chez elle qui ressemblait à se tenir au bord de quelque chose de vaste et d'inconnu. Dangereux peut-être, mais aussi magnétique d'une manière qu'il ne pouvait nommer. Elle leva les yeux vers les siens, et pendant un instant, quelque chose passa entre eux, reconnaissance peut-être ou avertissement. « Tu aurais dû continuer ton chemin », dit-elle doucement, sans jugement, juste un fait. Mais ils savaient tous deux qu'il était déjà trop tard pour cela. Ethan se disait qu'il rentrerait chez lui après le café, retournerait à sa vie ordonnée de contrats et de plaidoirie finale. Au lieu de cela, il se surprit à proposer d'appeler la police, de l'emmener dans un endroit sûr, de faire quelque chose qui donne un sens à la violence qu'ils venèrent de quitter. Elle refusa chaque offre d'un hochement de tête, ses cheveux mouillés captant la lumière du dîner. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, » dit-elle, et il comprit qu'elle parlait de quelque chose de plus vaste que cette seule nuit. Il aurait dû partir à ce moment-là, aurait dû reconnaître la forme des ennuis quand ils étaient assis en face de lui dans une veste déchirée. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à de la noyade, et il n'avait jamais été doué pour se détourner des gens qui avaient eu besoin d'aide, même quand ils ne la demandaient pas. « Que voulait-il » demanda Ethan, gardant sa voix neutre, comme il le faisait avec les témoins hostiles. Les doigts de Mara se serrèrent autour de sa tasse, et il vit le calcul se faire derrière ses yeux. « Quelque chose que j'ai pris à quelqu'un qui l'a pris à quelqu'un d'autre, » dit-elle, chaque mot choisi avec soin. « C'est compliqué. » L'évasion était si fluide qu'il crut presque que c'était tout ce qu'elle avait à offrir. Mais il avait passé une décennie à lire les gens pour gagner sa vie, et il pouvait voir la vérité bouger sous la surface de ses mots. Elle était en train de décider quelle quantité de danger il pouvait gérer, ou peut-être quelle quantité elle pouvait se permettre de partager. La serveuse remplit leur tasse sans qu'on le lui demande, ses mouvements fatigués mais exercés. Mara la regarda partir, et quelque chose clignota sur son visage. De l'envie, peut-être, pour une normalité si simple. « Vous êtes avocat », dit-elle soudainement, non pas une question, mais une affirmation. Ethan leva un sourcil surpris. La façon dont vous vous êtes tenu dans cette allée. Confiant, mais pas violent. Vous négociez pour gagner votre vie. Il se surprit à sourire, malgré tout. Contentieux commercial, ennuyeux la plupart du temps. Ennuyeux semble agréable, dit-elle, et la nostalgie dans ces trois mots aurait pu remplir des volumes. La pluie continuait sa percussion contre les fenêtres, et le dîner se sentait comme un navire à la dérive dans une mer sombre. Deux autres clients étaient assis au comptoir, isolés dans leur propre isolement de fin de nuit,
et le cuisinier bougeait derrière la cloison comme un fantôme. Mara resserra sa veste, et Ethan remarqua qu'elle était en cuir, chère autrefois, maintenant usée aux coutures. Ses vêtements racontèrent l'histoire de quelqu'un qui avait eu de l'argent et l'avait perdu, ou avait choisi de le laisser derrière. Elle le surprit à l'étudier à nouveau. « Vous posez beaucoup de questions sans parler, » observa-t-elle. « Déformation professionnelle, » admit-il. Il ne savait pas pourquoi il dit ce qui vint ensuite, seulement que les mots lui semblaient vrais en le quittant. « Vous pouvez me dire non, mais j'ai une chambre d'amis, drap propre, porte verrouillée. Juste pour cette nuit, jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vient ensuite. » L'offre resta suspendue dans la lumière fluorescente entre eux, vulnérable et possiblement stupide. Mara devint très immobile, ses yeux cherchant des intentions cachées sur son visage. « Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda-t-elle, sa voix dépouillée de son armure précédente. « Parce que quelqu'un m'a aidé une fois quand j'en avais besoin, » dit Ethan, ce qui n'était que partiellement vrai. La vérité plus complète était qu'il reconnaissait en elle quelque chose qui faisait appel à la partie de lui qui croyait encore que les gens pouvaient être sauvés. Elle resta silencieuse si longtemps qu'il pensa qu'elle refuserait, qu'elle repartirait sous la pluie et dans la guerre qu'elle menait. Puis elle hocha la tête, juste une fois, sèche et décisive. « Une nuit, » dit-elle, posant la limite comme un contrat. « Et puis, je m'en vais. »« Une nuit, » accepta-t-il, bien que quelque chose dans sa poitrine se serra à la promesse de son départ. Ils finirent leur café en silence, mais cela semblait différent maintenant, moins comme des étrangers et plus comme deux personnes qui avaient accidentellement vu trop l'une de l'autre. Quand ils se levèrent pour partir, Mara chancela légèrement, l'épuisement rattrapant finalement l'adrénaline. Ethan lui offrit son bras, et après une hésitation d'un battement de cœur, elle le prit. Sa voiture était toujours dans le garage où il l'avait laissée il y a 1 heure, une vie entière. Le trajet jusqu'à son appartement fut silencieux, à l'exception de la pluie et du murmure des pneus sur l'asphalte mouillé. Mara était assise le front contre la fenêtre, son reflet spectral dans la vitre. L'esprit d'Ethan s'emballait avec des questions qu'il ne poserait pas, avec des inquiétudes qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Il vivait dans un loft aménagé dans le quartier chic de la presqu'île, briques apparentes et fenêtres du sol au plafond. Alors qu'il déverrouillait la porte, il se demanda ce qu'elle verrait dans sa vie soigneusement organisée. Si elle reconnaîtrait à quel point elle était réellement solitaire, malgré tout son ordre et son succès. Son appartement sentait le café et les vieux livres, l'odeur d'une personne qui passait plus de temps à travailler qu'à vivre. Mara entra prudemment, ses yeux cataloguant les sorties et les fenêtres, avant qu'elle ne semble enregistrer consciemment l'espace lui-même. Les murs de briques apparentes étaient tapissés de bibliothèques, des ouvrages juridiques mêlés à des romans cornés et des guides de voyage pour des endroits qu'il n'avait jamais visités. Un seul canapé en cuir faisait face aux fenêtres qui donnèrent sur la ville baignée de pluie, les lumières s'estompant en aquarelle à travers la vitre. « Qu'elle est silencieuse, dit-elle, et il ne put dire si elle le prenait comme un compliment ou une préoccupation. Ethan posa ses clés dans le bol près de la porte, le petit son domestique incroyablement fort dans le calme. « Je vais vous chercher des vêtements secs, » dit-il, se dirigeant vers sa chambre. Elle se tenait dans son salon comme quelque chose de sauvage, introduit temporairement à l'intérieur, alerte et incertaine. Quand il revint avec un pantalon de survêtement et un t-shirt, elle étudiait les photographies sur sa bibliothèque. « Votre famille ?» demanda-t-elle, désignant un cadre qui montrait un Ethan plus jeune avec un couple âgé, leur sourire chaleureux et simple. « Mes parents. Ils ont pris leur retraite en Provence il y a 3 ans. »« Ils ont l'air heureux, » observa Mara, quelque chose de mélancolique traversant sa voix. « Ils le sont, » confirma Ethan, puis ajouta parce que cela lui semblait pertinent. « Ce sont de bonnes personnes. Des vies simples, des joies simples. » La façon dont elle hocha la tête lui dit que sa propre histoire n'était ni simple ni joyeuse. Il la conduisit à la chambre d'amis, qui n'était en fait que son bureau avec un canapé-lit qu'il avait acheté lors de la visite de sa sœur. L'espace était fonctionnel, mais impersonnel, et il regretta soudain de ne pas l'avoir rendu plus accueillant. « La salle de bain est par là, » fit-il d'un geste. « Serviette dans le placard. La serrure fonctionne de l'intérieur si vous le souhaitez. » Cette dernière partie fit glisser ses yeux vers les siens, évaluant. « Merci, » dit-elle encore, et cette fois,
Cela semblait moins rouillé, plus réel. Il la laissa là, refermant doucement la porte derrière lui, et se tint dans son propre couloir, se sentant comme un étranger dans sa vie soigneusement ordonnée. Le bruit de l'eau qui coule commença, et il se força à se diriger vers sa propre chambre. Ethan ne dormit pas, se contentant de rester allongé dans son lit à écouter les sons de quelqu'un d'autre dans son espace. L'eau s'arrêtant, des pas doux sur le parquet, le grincement du canapé-lit alors qu'elle s'installait. Il fixa son plafond et pensa à la façon dont elle avait bougé dans cette allée, non pas avec peur, mais avec précision. La façon dont elle avait pris quelque chose de la veste de cet homme, aussi fluide que respiré, la manière prudente dont elle avait répondu à chaque question sans réellement répondre à rien du tout. Il devrait appeler quelqu'un, peut-être, signaler ce qui s'était passé, suivre les canaux appropriés autour desquels il avait construit sa carrière. Au lieu de cela, il roula vers sa fenêtre et regarda la pluie, se demandant quel genre de danger il avait invité chez lui. Quelque part autour de 3 heures du matin, il l'entendit bouger dans son appartement. Pas en train de chercher, il ne le pensait pas, juste agité. Il se leva doucement, enfila une chemise et la trouva debout à ses fenêtres de salon, enveloppée dans des couvertures, regardant la ville endormie. Elle ne se tourna pas quand il approcha, mais il vit ses épaules se crisper de conscience. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-il doucement. « D'habitude, non, » répondit-elle. « Pas bien, en tout cas. » Il se tint à côté d'elle, laissant de l'espace entre eux, et ensemble, ils regardèrent Lyon rêver sous la pluie et la lumière. « Je devrais vous dire, » dit-elle après un long silence, « qu'être près de moi n'est pas sûr. » Son reflet dans la fenêtre semblait plus jeune qu'elle ne l'avait été au dîner, dépouillée de ses défenses précédentes. « Je commence à le comprendre, » dit Ethan, se surprenant par la légèreté de son ton. « Je suis sérieuse. » Elle se tourna pour lui faire face finalement, ses yeux cherchant les siens dans l'obscurité. Des gens comme cet homme, ils n'oublient pas, ils reviennent. Alors nous nous en occuperons s'ils le font, s'entendit-il dire, le « nous » sortant sans être sollicité. Elle l'étudia longuement et il pouvait la voir essayer de comprendre pourquoi quelqu'un choisirait ce genre de complications. « Vous êtes vraiment quelqu'un de bien, » dit-elle, et cela sonnait presque comme une accusation. Ils se tinrent là tandis que les quelques lumières restantes de la ville vacillaient comme des étoiles lointaines. Ethan sentit l'étrange attirance de sa présence, magnétique et troublante, comme se tenir près du bord de quelque chose de vaste. Il voulait demander qui elle fuyait, ce qu'elle avait pris, pourquoi elle regardait les sorties avant les meubles, mais à la place il dit « L'offre tient toujours, pas seulement cette nuit, aussi longtemps que vous en avez besoin. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres dans l'eau immobile, ondulant avec des implications qu'aucun des deux ne pouvait pleinement voir. Le souffle de Mara se coupa, juste légèrement, et il la regarda combattre quelque chose d'interne. « Vous ne savez pas ce que vous dites, » murmura-t-elle. « Peut-être pas, convint-il, mais je le dis quand même. » Et là, dans son salon, enveloppé dans des couvertures empruntées et la faible lumière de la ville, quelque chose changea entre eux qui rendrait le départ beaucoup plus difficile que ce qu'ils avaient prévu tous les deux. Une nuit devint 3, devint une semaine, et Mara évolua dans son espace comme l'eau trouve son niveau. Elle était prudente et silencieuse, nettoyant après elle jusqu'à l'invisibilité, comme si elle essayait de ne laisser aucune preuve de son existence. Ethan rentrait du bureau pour trouver parfois le dîner, des choses simples, des pâtes, de la salade, rien qui suggère la permanence. Elle avait trouvé sa 2e clé dans le tiroir et l'avait copiée sans demander, une petite transgression qui ressemblait à de la confiance. Ils développèrent un rythme, comme le font les étrangers quand ils sont forcés à la proximité, se tournant autour avec une politesse prudente. Mais sous la courtoisie, quelque chose d'autre se construisait, patient et inévitable. Aucun des deux ne l'admettait à voix haute. Il apprit ses habitudes sans le vouloir, la façon dont elle se réveillait avant l'aube et se tenait aux fenêtres regardant la ville s'éveiller. Comment elle buvait son café noir et lisait les nouvelles sur son téléphone avec une intensité qui suggérait qu'elle cherchait quelque chose de précis. Elle ne recevait jamais d'appel, ne donnait jamais son adresse à personne, existait dans son espace comme quelqu'un sous protection des témoins d'un crime qu'elle ne nommerait pas. Une fois, il rentra tôt et l'entendit chanter doucement sous la douche,
Un vieux standard de jazz, sa voix étonnamment douce. Elle s'était arrêtée quand elle l'avait entendu, le silence tombant comme un rideau. Cette nuit-là, ils dînèrent aux extrémités opposées de son canapé, la télévision jouant quelque chose qu'aucun des deux ne regardait. La distance entre eux se sentait comme un souffle retenu. « Dis-moi quelque chose de vrai », dit-elle un soir, ses jambes repliées sous elle, verre de vin en équilibre sur son genou. C'était devenu un jeu entre eux, cet échange de petites vérités, tandis que les plus grandes restaient enfermées. « Je suis devenu avocat parce que je voulais arranger les choses », proposa Ethan. « Il s'avère que la plupart des choses ne peuvent pas être arrangées, juste négociées en version moins brisée. » Elle sourit à cela, triste et lucide. « À ton tour, » insista-t-il. « Je faisais de la peinture, » dit Mara, sa voix s'éloignant. « Des portraits, surtout. J'étais doué pour voir les gens. »« Pourquoi avez-vous arrêté ?» demanda-t-il, bien qu'il puisse deviner que la réponse avait des arêtes. « Parce que je suis devenu trop doué pour voir les choses que les gens voulaient le cacher, » dit-elle, et but une longue gorgée de son vin. Il la surprenait à le regarder parfois, quand elle pensait qu'il était concentré sur son ordinateur portable ou perdu dans un dossier d'affaires. Son regard se sentait comme un contact, curieux et prudent, essayant de cartographier qui il était sous sa surface. Une fois, leurs mains se frôlèrent en atteignant le même livre, et le contact envoya quelque chose d'électrique à travers lui. Elle s'était retirée rapidement, enroulant ses bras autour d'elle comme une armure. « Désolé, » murmura-t-elle. « Ne le soyez pas, dit-il, voulant dire plus que l'instant. » Ils restèrent debout là dans son couloir, figés, tandis que la possibilité bourdonnait dans l'air entre eux comme une note tenue trop longtemps. Ethan savait qu'il tombait dans quelque chose de dangereux, non pas à cause de ce qu'elle fuyait, mais à cause de la facilité avec laquelle elle était devenue nécessaire à sa respiration. Il se surprenait à écouter ses mouvements le matin, chronométrant son café pour qu'il coïncide avec le sien. Sa vie soigneusement ordonnée avait été si silencieuse avant elle, réalisa-t-il, si gérée et contrôlée, qu'elle avait oublié comment se sentir vivante. Elle apportait le chaos, oui, mais aussi de la couleur à des pièces qui n'avaient été que fonctionnelles. Sa sœur appela un soir, sa voix vibrante de questions sur sa vie. Il regarda Mara recroquevillée dans son fauteuil de lecture, perdue dans un livre, la pluie créant des halos de lumière autour de sa silhouette. « Je vais bien, » dit-il, et pour la première fois depuis des années, ce n'était pas un mensonge. Mais les bonnes choses, il le savait, avaient une façon de devenir compliquées. Il avait vu la façon dont elle vérifiait compulsivement les serrures, comment elle sursautait aux bruits inattendus. Le petit objet métallique qu'elle avait pris à cet homme dans l'allée vivait dans sa poche, il l'avait remarqué, un poids qu'elle portait comme une monnaie ou une assurance. Elle faisait des cauchemars parfois, sa voix appelant dans l'obscurité avec des mots qu'il ne pouvait pas tout à fait entendre. Il se tenait devant sa porte, la main levée pour frapper, puis reculait pour lui donner l'intimité dont elle avait besoin. Une nuit, elle ouvrit la porte alors qu'il se tenait là, son visage pâle et ses yeux grands ouverts. Aucun des deux ne parla, mais elle laissa sa porte entr'ouverte après cela, une petite invitation qu'il ne saisit pas mais qu'il chérissait. 3 semaines plus tard, ils cuisinaient ensemble, elle coupant des légumes pendant qu'il remuait la sauce, et leurs mouvements s'étaient synchronisés sans effort conscient. Elle rit à quelque chose qu'il avait dit, un rire sincère et sans défense, et le son le frappa comme une révélation. Il se tourna pour lui dire à quel point ce rire était beau, et la trouva déjà en train de le regarder. L'air changea, s'épaissit de toutes les choses qu'il s'était soigneusement retenu de dire. Sa main s'immobilisa sur le comptoir, le couteau oublié. Il se rapprocha sans réfléchir, suivant simplement la gravité qui l'attirait depuis cette première nuit sous la pluie. Son souffle s'accéléra, ses pupilles se dilatant, et il pouvait la voir combattre la même attirance. « Ethan » murmura-t-elle, son nom étant un avertissement et un plaidoyer. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, assez près pour sentir sa chaleur, mais sans toucher, lui donnant le choix. Et pendant un long moment suspendu, la ville entière sembla retenir son souffle, attendant de voir ce qu'elle allait faire. Elle ne s'avança pas vers lui, mais elle ne recula pas non plus. Mara resta là dans sa cuisine, les légumes oubliés, le regardant avec des yeux qui contenaient des années de murs s'effondrant en temps réel. « C'est une mauvaise idée, » dit-elle, mais sa voix était devenue douce, presque impuissante. « Probablement, » accepta Ethan,
son cœur tambourinant contre ses côtes. Dehors, la ville continuait, indifférente, tandis qu'à l'intérieur de sa cuisine, le monde se rétrécissait à juste l'espace entre leurs corps. Il leva sa main lentement, télégraphiant le mouvement, lui donnant le temps de l'arrêter. Ses doigts frôlèrent sa joue, et elle ferma les yeux comme si le contact faisait mal d'une manière qu'elle avait désirée. « Je ne suis pas celle que vous croyez », murmura-t-elle, sa voix se fracturant. « Je ne crois que vous êtes n'importe qui », dit-il doucement. « Je sais simplement qui vous êtes en ce moment, ici avec moi. » Ses yeux s'ouvrirent, brillant de quelque chose qui ressemblait à de la peur et de l'espoir emmêlés. « Ce n'est pas suffisant, » dit-elle. « Vous ne savez pas ce que j'ai fait. »« Alors, dites-le-moi, » proposa-t-il, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. Elle se pencha sur son contact juste une seconde. Un moment d'abandon, avant de reculer. La perte de sa chaleur se sentit comme l'arrivée soudaine de l'hiver. « Je ne peux pas, » dit Mara en roulant ses bras autour d'elle. « Pas encore, peut-être jamais. » L'honnêteté de cela, au moins, se sentait comme quelque chose de solide, auquel il pouvait s'accrocher. Ethan se força à lui donner de l'espace, à respecter la limite même si tout en lui voulait combler la distance. « D'accord, » dit-il simplement, et vit la surprise clignoter sur son visage. Elle s'était attendue à ce qu'il insiste, réalisa-t-il, qu'il exige des explications ou des ultimatums. « Ça d'accord, » répéta-t-elle, testant le mot. « Vous me le direz quand vous serez prête, » dit-il, « ou vous ne le direz pas. Quoi qu'il en soit, je ne vais nulle part. » Quelque chose se brisa dans son expression, alors une certaine assurance soigneusement maintenue. Sa main monta pour couvrir sa bouche, et il vit ses yeux s'éclaircir de larmes qu'elle ne laisserait pas tomber. « Pourquoi êtes-vous comme ça ?» demanda-t-elle, et cela sonnait comme une accusation née de trop de gentillesse reçue trop tard. « Comme quoi ?» demanda-t-il, bien qu'il sût. « Bon, patient. Comme si vous croyiez vraiment que les gens méritent une seconde chance. »« Tout le monde mérite une seconde chance, » dit Ethan. « Mince, la plupart des gens méritent aussi une troisième et une quatrième chance. » Elle rit, aiguë et brisée, secouant la tête. « Pas tout le monde, » dit-elle doucement. Ils restèrent là dans la cuisine avec le dîner à moitié préparé oublié, la sauce commençant à brûler sur la cuisinière. Ethan se déplaça pour éteindre le feu, pour sauver ce qui pouvait l'être, et la sentit le regarder. Quand il se retourna, elle s'était ressaisie, reconstruisant ses murs avec un effort visible. « Je devrais partir, » dit Mara. « Demain, peut-être. »« Vous avez été plus que généreux, mais je ne peux pas. »« Restez, » l'interrompit-il, le mot sortant plus violemment qu'il ne le voulait. Elle devint immobile, ses yeux s'écarquillant. « S'il vous plaît, » ajouta-t-il plus doucement. « Pas pour moi. Pour vous. Restez jusqu'à ce que vous ayez réellement un endroit où aller. »« Et si je n'ai jamais d'endroit où aller ?» demanda-t-elle, la question si petite qu'il faillit la manquer. « Alors vous restez, » dit-il simplement, comme si c'était la décision la plus facile du monde. Comme si son cœur n'était pas en train d'essayer de sortir de sa poitrine. Comme s'il ne venait pas de réaliser qu'il lui donnerait tout ce qu'elle demandait, et plus encore, tant pis pour les conséquences. Mara le fixa longuement, cherchant sur son visage le piège, le prix caché. Quand elle n'en trouva pas, quelque chose en elle s'adoucit, juste un peu. « Vous allez regretter cela, » dit-elle, mais elle hochait déjà la tête. Cette nuit-là, elle ne ferma pas du tout sa porte. Ethan était allongé dans son lit, conscient qu'elle était allongée dans le sien à quelques pièces de distance, tous deux éveillés dans l'obscurité. Vers 2 heures du matin, il entendit ses pas doux et hésitants, se dirigeant vers sa chambre. Son souffle se coupa tandis qu'il attendait, chaque nerf vivant d'anticipation. Elle apparut dans son encadrement de porte, rétroéclairée par la lueur ambiante de la ville, vêtue de son vieux t-shirt et semblant plus vulnérable qu'il ne l'avait jamais vue. « Je ne peux pas dormir, » dit-elle inutilement. « Moi non plus, » admit-il. Et sans en discuter, il souleva sa couverture en guise d'invitation et elle traversa le seuil, grimpant dans son lit comme quelqu'un rentrant à la maison dans un endroit qu'elle avait cherché pendant des vies. Ils restèrent allongés là dans l'obscurité, sans se toucher, partageant juste la chaleur et l'espace, et le bruit de la respiration de l'autre, et cela semblait plus intime que tout ce qu'Ethan avait jamais expérimenté. Le matin arriva dans des nuances de gris et d'or, la pluie s'étant finalement arrêtée, laissant la ville lavée et étincelante. Ethan se réveilla pour trouver Mara toujours à ses côtés, son visage doux dans le sommeil, plus jeune sans l'armure de la conscience,
Il mémorisa l'instant, la façon dont ses cheveux se répandaient sur son oreiller, le doux mouvement de sa respiration, la confiance qu'il lui fallait pour se laisser dormir en présence de quelqu'un d'autre. Quand ses yeux s'ouvrirent, ils trouvèrent les siens immédiatement, et il regarda la conscience revenir, puis un éclair de panique. « C'est bon, dit-il doucement. Rien ne s'est passé. Vous avez juste dormi. » Soulagement et quelque chose d'autre, déception peut-être, traversèrent son visage. « Merci, murmura-t-elle, et il comprit qu'elle voulait dire plus que la nuit dernière. Ils firent le petit déjeuner ensemble, dans un silence confortable. Café, œufs et toast, normal et domestique et d'une fragilité déchirante. La lumière du soleil traversait ses fenêtres, peignant tout dans un espoir trop brillant pour être fiable. « J'ai besoin de vous dire quelque chose, » dit Mara soudainement, sa fourchette s'immobilisant au-dessus de son assiette. Ethan posa son café, lui accordant toute son attention. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage, ou disant peut-être au revoir. L'homme dans l'allée n'était pas aléatoire, et ma présence non plus. Les mots tombèrent entre eux comme des pierres, lourds d'implications. Elle lui raconta par fragments, l'histoire émergeant réticente et brisée. À propos d'un homme nommé Marcus, charmant et dangereux, qu'elle avait aimé avant de savoir. À propos de la façon dont l'amour s'était transformé en contrôle, le contrôle en possession, la possession en emprisonnement. Comment elle s'était finalement échappée il y a 6 mois, avec seulement ce qu'elle pouvait emporter et quelque chose que Marcus appréciait plus qu'elle, une clé USB contenant les enregistrements de ses affaires. Une assurance, l'appela-t-elle. Preuve de choses qui pourraient l'envoyer en prison à vie. Ou vous faire tuer, compléta Ethan, la compréhension s'installant froide dans son estomac. Elle hocha la tête, ses yeux fermes, malgré la peur qu'il pouvait voir en dessous. L'homme dans l'allée travaillait pour Marcus, continua-t-elle. Je le traquais, essayant d'obtenir quelque chose de lui, des informations sur l'endroit où Marcus gardait ses véritables dossiers. J'étais censé seulement observer, mais il m'a vu, et puis je suis arrivé, dit Ethan. Puis vous êtes arrivé, acquiesça-t-elle, quelque chose comme du regret colorant sa voix. Et maintenant, vous êtes impliqué, que vous le vouliez ou non. Elle tira le petit objet métallique de sa poche, une clé USB. Il le vit maintenant, plus petite que son pouce. C'est ce qu'il voulait, ce qu'ils veulent tous. C'est le seul levier que j'ai. « On a un levier contre quoi ?» demanda Ethan, bien qu'il commençât à comprendre. « Contre le fait que Marcus me trouve avant que je ne puisse le trouver d'abord, » dit-elle simplement. Ethan traita cela, son esprit juridique cataloguant les options et les risques. Pourquoi ne pas aller à la police, avec des preuves comme ça? Parce que la moitié de la police est à sa botte, interrompit Mara, sa voix amère d'expérience. J'ai appris cela à mes dépens. J'ai essayé, une fois. Le détective à qui j'ai parlé a appelé Marcus avant même que je ne quitte le poste. Elle toucha le bleu sur sa joue, maintenant passé au jaune-vert, la mémoire écrite sur la peau. Ça, c'est de cette nuit-là. Un avertissement de rester tranquille. Alors vous l'avez chassé à la place, dit Ethan, les pièces se mettant en place, en vous utilisant comme appât. Plus ou moins, admit-elle. Stupide, peut-être, mais je suis fatigué de courir. Ce n'est pas stupide, dit-il. C'est courageux et terrifiant, et vous ne devriez pas avoir à le faire seul. Ses yeux rencontrèrent les siens, cherchant quelque chose, un jugement peut-être, ou l'instant où il réaliserait qu'elle était trop d'ennui. Au lieu de cela, elle ne trouva qu'une détermination stable. « Je suis avocat en contentieux commercial », dit Ethan lentement. « Je connais des gens, des enquêteurs qui ne sont pas corrompus, des procureurs fédéraux qui adoreraient une affaire comme celle-ci. Des moyens de rendre les preuves admissibles et de vous protéger. »« Ethan, non, » commença-t-elle, mais il secouait déjà la tête. « Je suis déjà impliqué, vous vous souvenez? Vous l'avez dit vous-même. » Il tendit la main à travers la table, couvrant la sienne avec la sienne. « Laissez-moi vous aider. Vraiment aider, pas seulement fournir un endroit sûr pour s'écraser. » Des larmes débordèrent alors, les premières qu'il avait vues d'elle, coulant silencieusement sur son visage. « Pourquoi ?» demanda-t-elle encore, la question devenant un refrain entre eux. « Parce que vous comptez, dit-il simplement. Parce que ce qui vous arrive est injuste, et parce que quelque part au cours des dernières semaines, vous avez cessé d'être une inconnue que j'ai aidée et êtes devenu quelqu'un que je... » Il s'arrêta, les mots trop grands et trop tôt, mais elle les entendit quand même dans l'espace entre son souffle. « Ne faites pas ça, » murmura-t-elle, mais il n'y avait aucune force derrière cela.
Ne vous souciez pas de moi comme ça. Cela ne se termine que d'une seule façon. De quelle façon est-ce? Demanda-t-il, son pouce traçant des cercles sur sa main. Avec vous blessé à cause de moi. Peut-être, reconnut-il. Ou peut-être que cela se termine avec nous deux en sécurité et vous finalement libre. Peut-être que nous aurons de la chance. Elle rit, aqueuse et incrédule. Je n'ai pas de chance, Ethan, je suis maudite. Tous ceux qui s'approchent ont de la chance de vous avoir connu, termina-t-il fermement. Arrêtez de décider de mes risques pour moi. Ils restèrent assis là à la lumière du soleil matinal, les mains jointes sur les plats du petit déjeuner, et Mara se laissa croire juste un instant que les fins heureuses n'étaient pas seulement des choses qui arrivaient aux autres. Que peut-être cette fois, l'homme qui l'avait sauvée pouvait réellement la sauver parce qu'elle s'était finalement permis d'être honnête sur le fait d'avoir besoin de salut. Ils passèrent la journée à élaborer une stratégie, Ethan passant des appels depuis son bureau à domicile, tandis que Mara cataloguait tout ce qu'elle savait sur l'opération de Marcus. Il y avait une intimité dans ce travail, à construire quelque chose ensemble, à se faire confiance avec des fragments de leurs expertises séparées. La fin d'après-midi arriva dans des nuances d'ambre, la ville dorée au-delà de ses fenêtres, et Ethan la trouva debout là encore, regardant la lumière se déverser sur les bâtiments comme un espoir liquide. Elle s'était douchée, emprunté une de ses chemises à boutons, ses jambes nues sous l'ourlet. Il s'approcha lentement, attiré comme il l'avait été depuis cette première nuit, gravitationnel et inévitable. « Mon contact au FBI veut se rencontrer demain, » dit-il. « Elle est compétente, digne de confiance. Cela pourrait vraiment marcher. » Mara se tourna pour lui faire face et le regard dans ses yeux lui coupa le souffle. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle doucement. « Vous n'avez pas à le faire, » répondit Ethan, s'arrêtant assez près pour voir les mouchetures de bleu cachées dans ses yeux gris. « Mais je veux le faire, » dit-elle, et il y avait quelque chose de brut dans sa voix, quelque chose de sans défense. L'air entre eux se sentait chargé, électrique avec des semaines de distance prudente s'effondrant finalement. Elle leva sa main, les doigts tremblant légèrement, et toucha son visage avec une douceur qui le défit. « J'ai eu peur de vouloir ça, » murmura-t-elle. « Peur de le ruiner comme je ruine tout. »« Vous ne le ferez pas, » dit-il, sa voix rauque de retenue. « Vous ne savez pas ça, » souffla-t-elle, mais elle se rapprochait, son corps attiré vers le sien, comme la marée vers la lune. « Non, » accepta-t-il, « mais je sais que j'étais à moitié vivant jusqu'à ce que vous entriez dans mon monde. » Son souffle se coupa, les yeux cherchant son visage avec une intensité désespérée. « Dites-moi d'arrêter, » dit-il, lui donnant le pouvoir, le choix qu'il lui avait toujours donné. « Ne le faites pas, » murmura-t-elle. « N'arrêtez pas. » Et puis il n'y eut plus d'espace entre eux, plus de distance prudente. Il encadra son visage de ses mains, ses pouces traçant ses pommettes, mémorisant l'architecture de ses traits. La ville s'effaça, la pièce se rétrécissant à juste eux deux, suspendus dans la lumière dorée. Il se pencha lentement, lui donnant toutes les chances de changer d'avis, son cœur battant si fort qu'il pensa qu'elle devait l'entendre. Ses yeux se fermèrent, les cils projetant des ombres sur ses joues, les lèvres s'entr'ouvrant sur une expiration qui avait le goût de l'abandon. Quand sa bouche rencontra finalement la sienne, douce et interrogative, le monde bascula sur son axe. Elle fit un son petit et impuissant, ses doigts s'agrippant à sa chemise comme si elle se noyait et qu'il était l'air. Le baiser s'approfondit, toujours tendre mais plus affamé maintenant, des mois de tension trouvant enfin leur libération. Ses bras s'enroulèrent autour de son cou, le tirant plus près, et il put la sentir trembler contre lui. Il l'embrassa comme si elle était précieuse, comme si elle était la réponse à des questions qu'il n'avait pas su poser. Elle l'embrassa en retour comme s'il était le salut, comme si peut-être après des années de course, elle avait finalement trouvé un endroit sûr où s'arrêter. Ses mains se déplacèrent vers sa taille, sentant sa chaleur à travers le coton fin, et elle s'arqua contre son contact avec un halètement. Le temps devint fluide, insignifiant, le baiser s'étirant dans l'éternité et se terminant trop tôt à la fois. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respirant fort, les fronts reposant ensemble, il se sentit fondamentalement changé. « Mara » murmura-t-il, son nom étant une prière, une promesse. Elle ouvrit les yeux, et ils étaient brillants de larmes et de joie, et de quelque chose qui ressemblait à du soulagement. «
Je suis en train de tomber amoureuse de vous, dit-elle, la confession débordant avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Je suis tombée amoureuse depuis que vous vous êtes tenu entre moi et le danger, sans savoir lequel de nous deux était le plus dangereux. Je le savais, dit-il, ses mains encadrant son visage, ses pouces essuyant les larmes. Une partie de moi savait exactement ce que vous étiez. Et qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, la vulnérabilité nue dans sa voix. Ma maison, dit-il simplement. Vous êtes ce que la maison ressent. Elle l'embrassa à nouveau, urgemment et reconnaissante, et il goûta le sel et l'espoir sur ses lèvres. Sa chemise, son armure empruntée, s'était partiellement déboutonnée, et ses doigts trouvèrent la peau nue, chaude et réelle, sous son contact. Elle frissonna mais pas de froid, ses mains explorant les plans de son dos avec une confiance grandissante. « Ethan » souffla-t-elle contre sa bouche, son nom étant à la fois question et réponse. « Je sais, dit-il, comprenant tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. » Il la souleva facilement, ses jambes s'enroulant autour de sa taille, tandis qu'il l'emportait loin des fenêtres, vers sa chambre, vers la vie qu'ils choisissaient ensemble, malgré toutes les raisons de ne pas le faire. Elle enfouit son visage dans son cou, y pressant des baisers qui rendirent ses genoux faibles, son souffle chaud contre sa peau. La porte de la chambre se ferma derrière eux avec un léger clic, coupant le monde et ses exigences. Dehors, Lyon continuait ses routines du soir, indifférentes. À l'intérieur, deux personnes qui avaient à toutes deux cessé de croire aux secondes chances découvrirent que parfois, rarement, l'univers se penchait vers la miséricorde, que l'amour pouvait fleurir dans l'épave, que les gens brisés pouvaient se rendre entiers l'un l'autre, que la chose la plus dangereuse au monde pouvait être le courage de faire confiance à nouveau. Dans le sanctuaire de sa chambre, les rideaux tirés contre les yeux curieux de la ville, le monde semblait se calmer autour d'eux. Ethan écarta une mèche de cheveux de son visage, son contact prudent, comme s'il mémorisait l'instant. La lumière de la fin d'après-midi adoucit tout, transformant la pièce en quelque chose de tendre et d'irréel. Il l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, lui donnant toutes les chances de se retirer. Au lieu de cela, elle se pencha, ses doigts s'agrippant légèrement à sa chemise, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Quand sa main se posa sur son cœur, sentant à quel point il battait fort pour elle, elle sourit contre sa bouche. « Vous êtes réel », murmura-t-elle, comme si elle en avait douté jusqu'à cette seconde. Il n'y avait rien de pressé dans la façon dont ils restaient proches, rien de téméraire dans la façon dont ils se respiraient l'un l'autre. Il la tenait comme une question dont il connaissait déjà la réponse, mais qu'il voulait quand même poser doucement. Mara sentit les années de course, de cachette, de préparation à l'impact, desserrer lentement leur emprise sur sa poitrine. « Dites-moi si cela vous semble un jour faux, » murmura-t-il, son front reposant contre le sien. « Ça ne l'est pas, » dit-elle, voix hésitante, mais certaine. « Ça se sent comme la première chose juste depuis longtemps. » Il chercha l'hésitation dans ses yeux et ne trouva que la peur et l'espoir se battant pour leur place. Alors il choisit de bouger au rythme de sa respiration, pas de la sienne. Ils restèrent assis au bord du lit pendant un moment, ne précipitant pas ce qu'ils savaient tous deux arriver. Mara traça des motifs oisifs sur sa main, étudiant les lignes de ses doigts, comme s'ils étaient une carte vers la maison. Il parla de rien et de tout. Un souvenir d'enfance, une affaire au travail, la première fois qu'il l'avait vue. Elle rit doucement à quelque chose qu'il dit, le son fragile et brillant dans la pièce sombre. Chaque petit contact, chaque regard partagé, se sentait comme une autre porte s'ouvrant entre eux. Quand elle murmura finalement « J'ai peur », il ne recula pas. « Je sais », répondit-il. « Nous aurons peur ensemble. » Ce qui se passa ensuite ne concernait pas la perfection. Il s'agissait de permission, d'être vu, d'être tenu, d'être choisi. Ils laissèrent l'instant se dérouler lentement, avec des pauses pour les nerfs et de douces rassurances. Il y avait plus de questions murmurées que de mouvements pratiqués, plus d'honnêteté que de performance. Dehors, la ville continuait son agitation habituelle, mais dans cette pièce, le temps bougeait plus doucement, plus gentiment. Chaque proximité se sentait comme une décision, pas une exigence, une série de oui prudents au lieu de pression. Pour la première fois depuis longtemps, Mara ne se sentit pas comme quelque chose que l'on prenait, mais comme quelqu'un que l'on rencontrait. Et cette différence changea tout. Plus tard, ils étaient allongés côte à côte, la pièce maintenant enveloppée dans les ombres du soir,
et le doux murmure de la ville en dessous. Mara reposa sa tête sur sa poitrine, écoutant le rythme régulier qui avait autrefois semblé dangereux et qui se sentait maintenant comme la sécurité. Ses doigts tracèrent des cercles paresseux sur son épaule, n'ayant pas besoin de se précipiter au-delà de cet instant. « Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça », dit-elle doucement, comme si elle avait peur de briser l'enchantement. « Comme quoi ?» demanda-t-il, pressant un léger baiser dans ses cheveux. « Doux, égal, comme quelque chose que l'on construit au lieu d'être pris. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle, protecteurs et reconnaissants à la fois. « C'est ce que ça devrait toujours être, » dit Ethan, sa voix ferme mais douce. « Ce qu'il vous a fait, ce n'était pas de l'amour. Ceci est plus proche. » Elle leva la tête pour le regarder, les yeux lumineux dans la pénombre, cherchant le doute sur son visage. « Vous m'aimez » demanda-t-elle, la question tremblant entre espoir et incrédulité. Il ne détourna pas le regard, ne se cacha pas. Il la laissa voir tout ce qu'il avait essayé de ne pas dire à voix haute. « Oui » répondit-il simplement. « Je vous aime. » Probablement depuis cette première nuit sous la pluie. Les mots atterrirent entre eux comme une promesse, calme mais inébranlable. Elle inhala brusquement, comme si la confession elle-même lui coupait le souffle. « Je vous aime aussi » murmura-t-elle, les mots semblant peu familiers sur sa langue, mais vrais tout de même. Cela ressemblait moins à une déclaration qu'à admettre finalement ce qui était là depuis des semaines. Elle reposa son front contre le sien, leurs nez se touchant presque, tous deux souriant comme si ça faisait un peu mal. « Je ne sais pas comment faire ça », ajouta-t-elle. « La manière normale, la manière saine. Nous apprendrons ensemble, dit-il. Désordonné, imparfait, mais nôtre. » Dehors, la nuit s'installa complètement sur Lyon, indifférente au miracle silencieux se produisant dans cette petite pièce. À l'intérieur, deux personnes qui avaient à passer des années à survivre se permirent enfin de commencer à vivre. Le matin arriva trop tôt, la réalité se réaffirmant à travers les fenêtres de la chambre. Ils avaient dormi enlacés l'un à l'autre, protecteurs et paisibles, mais l'aube ramena le monde avec toutes ses complications. La réunion avec le FBI était prévue pour 10 heures, et alors qu'ils s'habillaient ensemble, l'intimité confortable de nouveaux amants apprenant les routines de l'autre, Ethan vit la peur se glisser à nouveau dans les yeux de Mara. « Tout va bien se passer, » dit-il, attrapant ses mains. « Simmons est doué pour son travail. C'est la bonne chose à faire. » Mara hocha la tête, mais sa mâchoire était serrée. « Je n'arrête pas de penser. Et si c'était une erreur? Et si vous vous faisiez blesser en vous impliquant davantage là-dedans? » « Je suis déjà impliqué, » lui rappela Ethan gentiment. « La seule question est de savoir si nous finissons cela ensemble. » L'agent spécial Catherine Simmons les rencontra dans un lieu neutre, un café dans le nord-ouest de Lyon, délibérément public mais calme. Elle était plus jeune qu'Ethan ne s'y attendait, peut-être 40 ans, avec des yeux perçants qui ne manquaient rien et un comportement calme qui semblait exercé. Mara était assise figée à côté de lui, sa main trouvant la sienne sous la table, serrant assez fort pour faire mal. Simmons passa les 20 premières minutes à écouter simplement, son expression neutre, prenant des notes sur une tablette. Quand Mara lui montra la clé USB, les sourcils de Simmons se levèrent légèrement. « C'est substantiel, dit-elle prudemment. Si la documentation est aussi complète que vous le dites, nous pouvons monter un dossier. Mais vous comprenez les risques? Expliquez-les clairement, dit Ethan, le mode avocat pleinement engagé. Simmons fut direct, ce qu'il apprécia. Marcus Delacroix avait des connexions, politiques, financières, des réseaux criminels qui s'étendèrent sur 3 régions. S'en prendre à lui signifiait une protection des témoins pour Mara, potentiellement pendant des mois, peut-être un an. Cela signifiait témoigner, signifiait revivre un traumatisme au tribunal, signifiait que tout son passé serait examiné. « Et cela signifie, dit Simmons, regardant directement Mara, qu'il saura que vous coopérez, que vous êtes la menace qu'il a toujours craint que vous deveniez. » Mara était devenue pâle mais stable. « Il sait déjà que je suis une menace, » dit-elle doucement. « C'est pourquoi il me chasse. » Ils passèrent en revue la logistique, comment la preuve serait sécurisée, à quoi ressemblerait la protection, le calendrier pour monter le dossier. L'esprit d'Ethan travaillait sur chaque angle, chaque faiblesse potentielle du plan. « Et sa vie ?» demanda-t-il. « Pendant la protection des témoins, peut-elle travailler? Recevoir des visites ?» Simmons hésita.
Un contact limité avec le monde extérieur est la norme. Nous devrions la reloger, au moins initialement. Il sentit la main de Mara se serrer davantage, la vit essayer de ne pas paniquer. Et si elle avait quelqu'un avec elle? Ethan s'entendit demander. Quelqu'un pour déménager avec elle, fournir une présence stable? Simmons l'étudia pensivement. Cela pourrait être arrangé, si vous êtes certain. Ethan, non, dit Mara immédiatement, se tournant vers lui. Vous ne pouvez pas simplement abandonner votre vie. Ce n'est pas un abandon, l'interrompit-il. C'est une repriorisation. Je peux travailler à distance pendant quelques mois. Mon cabinet comprendra. Votre cabinet pensera que vous avez perdu la tête, contra-t-elle, sa voix se fêlant. C'est délirant. Probablement, accepta-t-il, faisant écho à leur première conversation il y a des semaines. Mais je le fais quand même. Simmons s'excusa diplomatiquement, leur donnant de l'intimité. Mara retira sa main de la sienne, enroulant ses bras autour d'elle-même. « Vous ne me devez pas ça, dit-elle. La nuit dernière ne vous oblige pas à... La nuit dernière n'a rien à voir avec l'obligation, dit Ethan fermement. Je vous aime. Cela signifie que je reste. Cela signifie que je suis là pour les parties effrayantes, pas seulement les bonnes. Ce n'est pas seulement effrayant, dit Mara désespérément. C'est la protection du FBI et le témoignage au tribunal, et un homme qui tue les gens qui le trahissent. C'est un danger réel, Ethan. Je sais, dit-il, et je choisis toujours cela. Je vous choisis. Elle le fixa, des larmes coulant sur son visage, semblant ne pas pouvoir décider entre l'embrasser ou le secouer. « Pourquoi » demanda-t-elle pour la 100e fois, la question qui était devenue leur hymne. « Parce que certaines choses valent le risque, » dit-il simplement. « Vous valez tous les risques. » Elle se brisa alors, se blottissant dans ses bras, sanglotant contre sa poitrine tandis que le café continuait son matin indifférent autour d'eux. Quand Simmons revint, ils étaient à nouveau calmes, décidés. « Nous sommes tous les deux partants, » dit Ethan, et Mara hocha la tête à côté de lui, sa main de retour dans la sienne. Simmons décrivit les étapes suivantes. Il copierait la clé USB aujourd'hui, déplacerait Mara et Ethan vers un lieu sûr d'ici demain, commencerait immédiatement à monter le dossier. Cela pourrait prendre 6 mois, avertit Simmons, peut-être plus longtemps, et il n'y a aucune garantie de condamnation même si votre preuve est solide. Nous comprenons, dit Mara, sa voix plus ferme maintenant. Ils quittèrent le café 1 heure plus tard, avec un plan et une date limite. Demain, leur vie telle qu'ils la connaissaient prendrait fin et quelque chose de nouveau et d'incertain commencerait. Cette nuit-là, de retour dans l'appartement d'Ethan pour une dernière soirée avant que tout ne change, ils se tinrent enlacés comme des gens mémorisant la maison avant un long voyage, sachant que quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble, ce qui rendait même la peur gérable, presque comme du courage. Ils auraient dû savoir que cela irait plus vite que prévu. À 3 heures du matin, le téléphone d'Ethan sonna. Simmons, sa voix urgente. « Nous avons un problème. Quelqu'un a signalé notre enquête. Vous devez bouger, maintenant. » Il était hors du lit avant d'être pleinement conscient. Mara, déjà éveillée à côté de lui, lisant le danger dans son expression. « Combien de temps » demanda-t-il, enfilant ses vêtements. « 20 minutes. Peut-être moins. Ils envoient une équipe à votre emplacement. N'emportez que l'essentiel et sortez. » La ligne coupa et Ethan se tourna pour trouver Mara déjà en mouvement, efficace et habituée aux sorties de secours. Ils traversèrent son appartement comme des fantômes, attrapant des documents, des vêtements, la clé USB de sa cachette. Ethan prit son ordinateur portable, son passeport, de l'argent liquide qu'il gardait pour les urgences. Mara se déplaçait avec la précision fluide de quelqu'un qui avait déjà fait cela, économique et rapide. « Où ça ?» demanda-t-elle, jetant son sac sur son épaule. Ethan réfléchit rapidement, son esprit parcourant les options. « Le chalet de mes parents. 3 heures au nord, hors réseau. Il n'est pas au courant. » Elle hocha la tête, et il bougeait, sortant par la porte et descendant les escaliers, évitant l'ascenseur qui pourrait devenir un piège. Sa voiture était toujours dans le garage, et il sortait lorsque des phares apparurent à l'entrée. Berline noire, vitres teintées, se déplaçant trop délibérément pour être une coïncidence. « Baisse-toi » ordonna Ethan, et Mara se glissa bas sur son siège tandis qu'il accélérait devant eux. Dans son rétroviseur, il vit la berline tourner, commencer à suivre. Son cœur martelait alors qu'il naviguait dans des rues vides, essayant de se souvenir de chaque film d'action qu'il avait jamais vu.
Il nous rattrape, dit Marat doucement, sa voix remarquablement calme. À la prochaine intersection, Ethan prit une décision en une fraction de seconde et grilla le feu rouge, priant. La voiture qui les poursuivait n'eut pas autant de chance. La circulation transversale coupa leur avant, les faisant tourner. Ethan ne ralentit pas pour regarder, il conduisit juste ses jointures blanches sur le volant. Marat était sur son téléphone, envoyant un SMS à quelqu'un. Simmons, il l'espérait. Elle envoie du renfort à la jonction de l'autoroute, rapporta Marat. Nous devons tenir encore 25 kilomètres. Ils conduisirent dans un silence tendu, chaque paire de phares potentiellement hostile. La ville céda la place aux banlieues, puis à l'obscurité ponctuée de lumières occasionnelles. Le corps entier d'Ethan se sentait électrique d'adrénaline, chaque sens aiguisé. À la jonction, ils trouvèrent à ce que Simmons avait promis, 2 voitures banalisées qui se mirent en formation autour d'eux, créant une escorte. Ce n'est qu'alors qu'Ethan se permit d'expirer. Marat tendit la main, touchant son bras, et il sentit qu'elle tremblait. « Ça va ?» demanda-t-il, question ridicule dans les circonstances. « Je suis désolé, » dit-elle à la place. « Je suis tellement désolé d'avoir apporté cela dans votre vie. Ne le soyez pas, dit-il fermement. Nous sommes là-dedans ensemble, pas d'excuses. » L'un des véhicules d'escorte se détacha après 1 heure, l'autre restant avec eux, jusqu'à ce qu'il tourne sur la route non marquée menant à la propriété de sa famille. Le chalet était assis dans l'obscurité parmi les grands pins, exactement comme il s'en souvenait des visites d'été il y a des années. Ils le fouillèrent rapidement, vérifiant les pièces et les serrures, avant qu'Ethan ne se permette finalement de ressentir la terreur qu'il avait supprimée. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait d'allumer un feu dans le poêle à bois. Marat lui prit doucement les allumettes, termina la tâche, puis l'enlaça par derrière. « Vous avez été bon, » murmura-t-elle. « Nous sommes en sécurité. » « Pour l'instant, » dit-il, entendant le tremblement dans sa propre voix. « Pour l'instant, » accepta-t-elle, le tournant pour lui faire face. « C'est tout ce que tout le monde a. » Ils s'assirent ensemble sur le canapé usé, enveloppé dans des couvertures qui sentèrent le cèdre et les vieux étés, alors que l'aube se levait à travers les arbres. Aucun des deux n'avait dormi, trop nerveux, trop conscient de la proximité. « C'est ma faute, » dit Marat doucement. « Si j'étais juste resté caché, resté seul. »« Alors vous seriez toujours en train de courir, » interrompit Ethan. « Toujours effrayé, toujours seul. »« Au moins vous seriez en sécurité, » dit-elle. « Je ne veux pas être en sécurité si cela signifie sans vous, » répondit-il, inclinant son visage vers le sien. « Je veux ça. Désordonné, dangereux, réel. » Elle l'embrassa alors, désespérée et reconnaissante, avec un goût de café, de peur et d'amour. « Quand ce sera fini, » murmura-t-elle contre sa bouche, « quand nous serons de l'autre côté, nous aurons toute notre vie, » promit-il. « Tenez bon jusque-là. » Et enlacés l'un à l'autre et la lumière du matin filtrant à travers les pins, ils essayèrent de croire que ce jour viendrait, que l'amour pourrait survivre même à cela, que se choisir l'un l'autre valait chaque moment terrifiant. 6 mois passèrent comme un souffle retenu. Le chalet devint leur monde, petit et sûr et étrangement paisible malgré le chaos qui tourbillonnait au-delà de ses murs. Ethan travailla à distance, son cabinet se montrant étonnamment compréhensif une fois qu'il eut expliqué les bases. Marat peignit à nouveau, remplissant les murs du chalet de couleurs et d'images qui parlaient de guérison. Des agents fédéraux venaient et partaient, apportant des mises à jour sur l'affaire se montant contre Marcus. Ça progressait, disait-il, solide et inévitable. Dans les espaces entre la peur, ils construisirent une vie. Ils apprirent à se connaître pendant ces mois, non seulement les corps et les préférences, mais les âmes. Des petits matins à boire du café sur le porche, regardant les chevreuils se déplacer à travers les arbres. Des soirées à lire au coin du feu, ses pieds sur ses genoux, sa main lui caressant la cheville machinalement. Des fins de nuit à faire l'amour, lentement, tendrement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ils se disputaient parfois, la pression de l'enfermement et du danger faisant des ravages. Mais ils revenaient toujours, s'excusant, se tenant l'un l'autre, se souvenant pourquoi ils avaient choisi cela. « Je t'aime » devint moins une déclaration et plus un état d'être constant. L'appel arriva un mardi de mai, le printemps rendant tout incroyablement vert. « Nous l'avons » dit Simmons, sa voix portant un triomphe à peine contenu. « Arrêtez ce matin. »
La preuve était accablante. Votre documentation plus ce que nous avons bâti autour. Mara devint complètement immobile à côté d'Ethan, son visage illisible. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il. « Préparation du procès. Votre témoignage sera crucial. Mais avec tout ce que nous avons, ces avocats parlent déjà d'un accord de plaidoyer. »« Alors c'est fini ?» demanda Mara, sa voix petite. « Le danger l'est, » confirma Simmons. « Vous êtes libres de reprendre vos vies. » Après la fin de l'appel, ils restèrent assis dans un silence stupéfait. Libre. Le mot semblait étranger, trop grand pour être pleinement compris. « Je ne sais pas comment faire ça, » admit Mara finalement. « Comment simplement être normal ?» Ethan la serra contre lui, comprenant complètement. « Nous apprendrons, dit-il. Ensemble, un jour à la fois. » Elle hocha la tête contre sa poitrine et il sentit l'humidité s'infiltrer à travers sa chemise. « J'attends que la peur disparaisse, murmura-t-elle, que ça devienne réel. Ça le sera, promit-il. Donnez-lui du temps. » Ils retournèrent à Lyon 2 semaines plus tard, après avoir réglé les derniers détails. Son appartement ressemblait à un musée de leurs anciens œufs, familier mais distant. Mara se tenait à ses fenêtres à nouveau, mais cette fois sans regarder par-dessus son épaule. « Que voulez-vous » demanda Ethan, venant derrière elle, enroulant ses bras autour de sa taille. « Tout » dit-elle se penchant en arrière contre lui. « Je veux être ennuyeuse et normale et en sécurité. Je veux peindre. Je veux me réveiller sans peur. »« Et nous » demanda-t-il, la question qu'il retenait. Elle se tourna dans ses bras, ses yeux clairs et certains. « Je vous veux » dit-elle simplement. « Pour toujours, si vous voulez bien de moi. » Il l'embrassa alors, profondément et sûrement, avec un goût de promesse. « Je ne vais nulle part, » murmura-t-il. « Vous êtes coincé avec moi. » Elle rit, le son brillant et sans retenue, et il réalisa qu'il ne se lasserait jamais de ce son. Ils passèrent la soirée à planifier, où il vivrait, comment elle redémarrerait sa carrière de peintre, si son cabinet le laisserait garder des horaires flexibles. De petites choses, des choses normales, les blocs de construction d'une vie ordinaire. « Merci », dit-elle alors qu'il s'endormait cette nuit-là, enlacé dans son lit. « De quoi ?» demanda-t-il bien qu'il sût. « De m'avoir vu, dit-elle. D'être resté quand toute personne raisonnable aurait fui. De m'aimer assez pour risquer tout. Vous valez tout, dit-il, le pensant avec chaque fibre de son être. Vous aussi, murmura-t-elle en retour. Ils s'endormirent ainsi, se tenant l'un l'autre dans l'obscurité, ne craignant plus ce que le matin pourrait apporter. La route à venir ne serait pas facile, elle aurait toujours de la thérapie, des cauchemars, des moments de panique. Il aurait toujours des jours à se demander s'il avait fait le bon choix, s'il avait été téméraire ou courageux. Mais ils y feraient face ensemble, ces deux personnes qui s'étaient trouvées dans le chaos et avaient choisi l'amour malgré toutes les raisons de ne pas le faire. Certains amours ne durent pas, mais ils nous changent pour toujours. Celui-ci ferait les deux. Certains amours arrivent comme des tempêtes silencieuses, inattendues, transformatrices, impossibles à ignorer. Ceci était une histoire sur le danger et la rédemption, sur le choix du courage quand la peur serait plus facile, sur deux personnes brisées qui ont trouvé l'intégralité l'une dans l'autre, qui ont prouvé que parfois, la chose la plus effrayante que nous puissions faire est de faire à nouveau confiance. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé votre propre moment de brave abandon, dites-le moi dans les commentaires. Quel a été le risque que vous avez pris par amour? Et abonnez-vous, parce qu'il y a toujours une nouvelle histoire qui attend. Des histoires de passion trouvées dans des endroits improbables, de secondes chances et de choix impossibles. Parce que certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles vivent en nous, nous changent, nous rappellent ce que signifie être pleinement, dangereusement, magnifiquement humain.